mercredi matin et bienvenue au show du matin. Très content de vous retrouver en ce milieu de semaine. Maxa, comment ça va? Hey, je regardais les résultats des matchs MLB Ouais, ce on matin. passe au prochain sujet. Merci. Je Salut me Pat, suis comment ça dit va? ça allait super bien. Toi, Jeff, es-tu en forme? Très en forme, très en OK, forme. parfait. Attends, je le shade sûr parce que ça va très bien, moi. Juste pour la forme, Pat, je suis un fan des Red Sox. Max est un fan des Yankees. Donc, ça va mieux pour lui ce matin. Quand tu perds contre les Et moi. Orioles, ça va jamais bien. Patrick Scalabrini, bon matin. Bon matin. Très content de te retrouver, Pat. Merci, c'est gentil. Ouais. Pat, un été hors du commun. Parle-moi-en un peu de ton expérience. Oui, un été unique, effectivement. Écoute, on a vécu une année qu'on ne revivra pas. On le souhaite et on ne le souhaite pas dans le sens où on a eu du plaisir avec ça, mais avec la COVID ayant sauté l'année 2020, tout le monde voulait absolument jouer. Donc, on s'est lancé dans l'aventure d'être une équipe itinérante pour amorcer la saison. Donc, on a finalement passé un peu plus de 2 mois, pareil, aux États-Unis, là, sans revenir à la maison, chose qui a été assez difficile par moment, assez challengeant par moment. Mais écoute, c'est une super belle expérience. Les gars ont vraiment bien fait ça. Ça a été difficile par bout, évidemment, là, mais c'était le temps qu'on revienne à la maison. Puis, finalement, au mois d'août, quand on a pu traverser les douanes et revenir et jouer quelques 21 matchs, en fait, avant les séries à la maison, c'était le temps. Puis les gars l'ont vraiment apprécié. Puis les partisans nous l'ont rendu doublement. Là. Fait que c'était une belle expérience overall. Quand que Michel Laplante a présenté le projet, j'imagine que c'est Michel qui est arrivé avec le projet, là, peut-être avec toi aussi, mais quand ça s'est arrivé sur la table, as-tu cru à une joke? Parce que Michel est capable d'en faire des bonnes des fois. As-tu cru que ça se pouvait pas? Ou ça a été quoi ta réaction quand le projet est arrivé? Ben, ça a été une drôle comment dire, il y a eu plusieurs rebondissements là, lors de la dernière semaine. T'sais, on est passé on fait partie, les capitales de Québec font partie de la Ligue sans problème. On est un go à, non, finalement, ça ne marchera pas. On est out complètement à, finalement, Michel, il fait un Hail Mary. Il restait 12 heures peut-être avant la date limite pour donner la réponse à la Ligue. Puis finalement, Michel, il a dit attends un peu, là, parce que j'avais des joueurs, évidemment, là, sur le bord de la dépression parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer une deuxième année professionnelle. Là, ça aurait représenté la fin de leur carrière pour plusieurs. Alors, Michel, il a dit garde, attends un peu, là, donne-moi 12 heures, là, demain matin, j'essaie quelque chose. Puis il me revient avec ça. Il dit toi, tu serais-tu? Je dis ben là. Oui, on s'en reparle des détails, mais tu sais, en tout cas. Fait que là, bref, il me revient avec ça le lendemain. Il a retroussé ses manches, il a froissé quelques personnes, je pense, mais finalement, on a été capable de monter ce bébé-là, ce produit unique-là d'une saison. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Parce qu'il y a plusieurs facettes à tout ça. Là. C'est l'annonce aux joueurs, ou quel joueur on prend, annoncer ça à la famille, à la blonde, à la femme, dire Hey, je pars une couple de mois. Comment on Ouais. se prépare à tout ça? Ben, on se prépare pas, on réagit. euh, c'est tellement arrivé rapidement. Ma blonde était étonnamment derrière moi 100% dans l'aventure. C'est peut-être pas une super bonne nouvelle pour moi hein, quand tu dis que ta blonde euh, est prête à ce que tu quittes pendant des mois et des mois, même qu'elle t'encourage. C'est peut-être pas nécessairement un bon signe, mais sérieusement, non, tu sais, t'es vraiment derrière moi. J'ai 2 jeunes enfants quand même, tu sais, fait que elle sait que c'est ma passion, elle sait que c'est notre gagne-pain aussi, tu sais, fait que je voulais le faire. La grosse raison qui a fait que j'ai voulu pousser ça, c'est que j'avais plusieurs joueurs, surtout les joueurs canadiens avec qui j'ai développé des relations au fil des mois. Là, ça fait quand même 2 ans que je prépare une équipe et ça ne le va pas. Donc, c'est ces gars-là que je ne voulais pas laisser tomber, dans le sens où si on n'avait pas de saison cette année, les Andrew Case, les Jesse Hodges, David Glaude, les Québécois aussi, il n'y aurait pas eu de saison. Dans le sens où un Canadien ne peut pas se revirer en 2 semaines puis signer avec une équipe américaine, avec les visas de travail, puis ça, surtout en période de pandémie, ça ne fonctionnerait pas. Fait que l'idée était de ne pas laisser tomber les joueurs canadiens professionnels pour pas qu'ils sautent 2 années de baseball professionnel. Encore une fois, ça arrive, puis ta carrière est terminée, malheureusement. Fait que c'est un paquet d'affaires. Pour répondre à ta question, on a réagi, on a pris les 2 organisations ensemble, on s'est assis, on a discuté des joueurs, de l'alignement, de ce qu'on pouvait faire pour mieux faire ça possible, puis de s'assurer que ça ne coûte pas trop cher, sachant pas si on allait pouvoir revenir à la maison pendant l'année.
Ah, effectivement. Puis c'est la semaine des entraîneurs au Canada. Puis c'est une des choses qui est sous-estimée aussi, la famille. Là. J'ai aussi 2 jeunes enfants à partir. On est juste parti 3 semaines. J'ai trouvé ça extrêmement long. J'imagine, toi, quelques mois. Si on n'a pas l'appui de la femme dans tout ce processus-là, on ne peut pas coacher. Puis je pense que c'est important de le souligner en même temps. Quand tu es revenu au Québec, j'imagine que tu as pris un petit peu de temps pour jouer un peu plus avec les enfants puis de passer du temps avec la femme. As-tu réussi un peu? Un petit peu. Ça fait juste une semaine qu'on a terminé. J'ai passé 10 jours, en fait. Là. Fait que la première semaine, j'ai essayé d'être le bon chum, le bon papa. Fait que j'ai fait le ménage de la maison au complet, les jobs d'automne, les jobs plates de maison. Puis essayer de sortir de mon lendemain de veille de fin de saison, mon hangover de fin de saison, parce qu'on a quand même perdu au match décisif, match 5 des demi-finales. On y croyait, puis tout ça. Fait que ça n'a pas passé. Fait que c'est un paquet d'affaires, mais on s'est remis rapidement. Puis là, en fin de semaine, on passe un petit peu de temps tout seul avec la blonde pour c'est ça, passer du temps juste pour nous. Mais bref, on retombe vite pareil dans nos vieux souliers. Oui, exactement. La semaine passée, on a reçu Pierre Arsenault qui était avec toi tout au long du voyage. J'ai abordé le sujet parce que la semaine passée, il y avait beaucoup de discussions autour de ce qui s'est passé avec Jonathan Drouin, l'anxiété, tout ça. Vous avez sûrement vécu des événements. Vous êtes parti longtemps. Comment est-ce que tu as été capable de gérer ce côté-là, autant personnellement qu'avec tes joueurs ou même tes entraîneurs? Oui, c'est de gérer des individus, des personnalités différentes. C'est du cas par cas, évidemment. De mon côté, ça a bien été. On a essayé de demeurer en contact avec FaceTime, puis avec les enfants tous les jours. Ça l'aide. C'est pas comme mettre le contact humain, mais ça l'aide beaucoup. Pour c'est gérer 30 personnalités différentes. Fait que, il y en a eu que ça a super bien été. Encore une fois, les gars savaient dans quoi ils embarquaient. Ils voulaient jouer au baseball professionnel après, encore une fois, avoir manqué 2020. Fait que ça a été un petit peu plus facile à gérer. Le fait d'avoir soudainement, pas soudainement, là, mais ça a été notre première année quand même dans la Ligue Frontier, qui est une ligue plus jeune. Ça l'a beaucoup aidé. J'aurais jamais pu passer au travers, à mon avis, avec un alignement de la Ligue Can-Am qui est plus vieux de quelques années en moyenne, mettons. Fait que les vétérans de 35 ans n'auraient pas intéressé à changer d'hôtel aux 3 jours, repacter tes choses, rembarquer dans l'autobus pendant la nuit, rejouer le lendemain. C'est lourd et c'est difficile physiquement. Fait que, ça a été beaucoup plus facile d'avoir une équipe plus jeune de la Frontier et d'avoir manqué 2020. C'est drôle à dire, mais les gars avaient plus faim, avaient plus le goût de vivre cette expérience-là. Donc, tous ces sacrifices-là qui ont été faits étaient plus probables, si on veut, là, comparativement à une année normale. OK. Ça a été quoi la colle qui a fait que tous les joueurs se sont réunis ensemble et qui ont poussé dans la même direction, puis tu as eu le blitz de fin de saison pour faire les playoffs, pour aller jusqu'au dernier match de la demi-finale? Ça a été quoi la colle qui a fait que tout a fonctionné cette année? Oui, c'est quelques petits facteurs. Okay. C'est sûr que de revenir à la maison, d'avoir le go, puis qu'on puisse finalement revenir à la maison, ça a été très, très gros qui a fait peser dans la balance. On était supposé revenir le 23 juillet. Finalement, ça a été repoussé là, pour différentes raisons. Puis là, on a senti un gros essoufflement. Les gars, ils croyaient depuis un bout de temps, on en parlait. Regardez la tête hors de l'eau, on revient à la maison bientôt. Puis là, finalement, 10 jours, une semaine avant le 23, on a appris qu'on ne revenait pas finalement, puis on ne savait pas trop. Fait que là, ça a été difficile. Fait que là, on a perdu plusieurs matchs, puis on dirait que c'est là qu'on s'est éloigné un petit peu de la tête. Mais par la suite, finalement, quand on est revenu à la maison, le fait de revenir à la maison devant nos partisans, les gars ont trippé parce qu'il y en a la plupart n'avaient jamais joué au Québec. Fait que de voir les partisans derrière nous, de voir comment c'était bruyant puis comment toute la machine était avec nous, ça nous a aidé à se remettre à y croire. Fait que ça, c'est ça, jumelé au fait où on a joué à peu près pour 500 dans notre premier 2 mois, ce qui est très moyen. Sauf que les équipes de notre division sont mangées entre eux toute l'année. Fait que tout le monde joue à peu près pour 500. Fait qu'on était tous près de la tête, même si ça n'allait pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Puis finalement, la dernière phase, on a quand même ajouté quelques joueurs clés. On a été capable d'aller chercher un Raphaël Gladu qui est venu finir l'année avec nous, une couple de lanceurs un peu plus inconnus, mais qui ont fait que ça a stabilisé le tout. T'sais. Fait que c'est le fait que tout ce temps-là passé ensemble, les gars se sont liés ensemble, se sont mis à croire
les uns envers les autres. Il n'y a pas eu de chicane, de petites cliques. Tu n'as pas le choix. Tu es 24 heures sur 24 ensemble pendant des semaines et des semaines. Fait que c'est trois, quatre petites choses-là qui ont fait que ça a cliqué, puis on est tombé sur une séquence incroyable de 11 victoires, puis là, on s'est retrouvé de quelque chose comme 5 matchs derrière la tête à un match en tête après cette séquence-là. Donc, on y a cru par la suite. 2022, on peut s'attendre à quoi, Pat? Les deux équipes, parce que là, j'ai appris que c'était plus deux équipes que trois, là, mais incluant Ottawa. On peut s'attendre à quoi, vu que vous étiez 2-3 équipes? Est-ce que tu considères que vous étiez plus fort, donc ça vous a aidé à vous rendre plus loin comparativement à l'année prochaine où est-ce que les équipes vont être séparées, les line-up vont être différents et tout ça? Comment est-ce que tu t'adaptes et que tu te prépares pour l'année prochaine? Ouais, ben tu sais, c'était une équipe et demie, mettons. Ottawa, c'était en principe, il était avec nous, mais il n'était pas avec nous du tout, dans le sens où on n'avait pas de joueurs de leur organisation. Ensuite, c'était nous et Trois-Rivières. On a pris notre alignement des capitales et on a ajouté les joueurs canadiens, donc les joueurs québécois qui appartenaient à Trois-Rivières. Fait que c'était ça. C'était quoi, 5-6 gars qui appartenaient à Trois-Rivières en réalité. Fait que il y avait quelques joueurs clés à 100%. Mais tu sais, dans nos ligues, là, année après année, il y a tellement de changements que tu peux pas te fier à comment tu étais bon une année, puis l'année d'après, souvent, c'est presque changé dans son entièreté. Fait que, je m'attends à de très belles choses l'an prochain. On va retourner une année plus normale. On a appris de qu'est-ce que la Ligue, Frontier, le calibre et tout ça. Donc, on a appris également cette année. Je m'attends à une super année. J'espère qu'il n'y aura plus de problèmes de COVID et de restrictions l'an prochain. On verra bien. Là. Mais tu sais, je pense qu'au niveau des alignements, on peut avoir, dépendamment du travail accompli qu'on va accomplir cet hiver, moi et Matt, chacun de notre côté, je m'attends à avoir deux belles organisations qui performent et qui se battent pour se rendre loin. C'est tout un travail de recrutement. Là. J'ai été entraîneur invité il y a plusieurs années au Capital, puis j'étais dans le bureau avec Pat Scalabrini. Puis honnêtement, là, sur le téléphone, fait venir le Cubain pour le retrancher avec René Leverett qui faisait la traduction. Puis là, après ça, il ne comprenait pas pourquoi il était retranché. Sur l'appel, regarde les stats d'un, de l'autre partout aux États-Unis. Parle-nous un petit peu là, de ce système-là de recrutement. C'est extrêmement exigeant. Je sais que tu dois avoir de l'aide un petit peu à l'interne là, au Capital, mais c'est tout un job que tu as à faire là, de ce côté-là qui est souvent dans l'ombre. Ouais. Mais honnêtement, c'est la grosse partie de mon travail à moi. Je suis responsable de tout ce qui est opération baseball. Côté coach, là, honnêtement, là, mes gars c'est des adultes. Là, ils ont joué pro pour la plupart, ils ont joué dans des gros D1. Tout ça, fait que je fais pas grand-chose. Je fais pas de technique ou à peu près pas. Je m'assure que les gars mettent pas le feu à la chambre des joueurs. Je m'assure qu'il n'y ait pas de chicane. Je fais plus une cheerleader. J'ai plus une job de cheerleader que d'enseignant, de coach. Moi, je suis un entraîneur des frappeurs. Fait que oui, je vais travailler avec les gars un peu au bâton des fois si je vois qu'il y a des petites choses. Mais honnêtement, si je fais la cheerleader plus qu'autre chose. C'est le côté DG, le côté, comme tu l'as mentionné là, de recrutement. C'est la grosse partie de ce qu'on fait. Si je suis capable d'aller chercher des très bons joueurs, on va être bon. Si je vais chercher des joueurs moyens, on va être moyen. On ne passera pas de moyen à très bon parce que le coach et les entraîneurs sont bons techniquement. Fait que c'est à temps plein. Je suis déjà là-dedans pour 2022. Là, j'ai déjà été en contact avec quelques joueurs. Je suis déjà en négociation. Je regarde toutes les ligues au monde, autant d'hiver que ligues pendant l'été. Je regarde toutes les listes de libération à tous les jours, m'assurer que j'en manque pas. Fait que c'est une job à temps plein, mais c'est pas un travail dans le sens où j'adore ce que je fais. C'est la portion du travail que j'aime le plus faire parce que j'ai cette fierté-là de bâtir des équipes qui vont être le fun, qui vont être cool à suivre pour les partisans, mais surtout qui vont avoir une chance de gagner et d'être performantes. Ah oui, tout à fait. Pat, on achève déjà, puis j'ai une petite question pour toi parce que la personne après toi, JF Arsenault, c'est un arbitre. C'est quoi ta relation? Puis ça va être ça le sujet de discussion, la relation des coachs et des arbitres. C'est quoi toi, ta relation au fil des années avec les arbitres? Ça s'est-tu amélioré? Ça s'est-tu empiré? J'imagine que non, là, mais ton tempérament, est-ce qu'il a évolué avec les arbitres au fil des années? Ça dépend avec qui. Oui, c'est ça. Ça dépend avec qui. Mais bien honnêtement, tu lui demanderas ou selon ce qu'ils ont entendu, là, mais je me suis beaucoup assagi honnêtement, puis j'ai grandi autant en tant qu'être humain que comme entraîneur. Comme joueur, j'étais très explosif au début, puis j'ai compris à un moment donné que plus je chialais, moins c'était bon pour moi. Fait que j'ai appris à fermer ma bouche et puis
gérer mes émotions un petit peu mieux. Au début, comme entraîneur, j'étais encore un peu joueur intérieurement, puis j'étais plus explosif, puis me faisais mettre dehors beaucoup plus souvent. On dirait que j'ai appris, je sais pas si depuis que je suis papa, à être plus sympathique, plus relax et à traiter le monde plus également. Puis là, j'ai vraiment de très belles relations avec la plupart des arbitres, pardon. Puis je comprends un petit peu plus comment le tout fonctionne, puis c'est un travail, puis les gars, là, pour la plupart, comme dans le baseball, c'est pas tout le monde qui sont honnêtes dans ce qu'ils font, puis qui mettent l'effort, puis qui ont l'intégrité qu'on souhaiterait, mais c'est le même principe pour les joueurs et les entraîneurs. Donc, c'est une question de respect. Je travaille dans le respect avec la plupart de ceux-ci, puis j'aime ça. Je vois ce qui se passe au Québec, je vois ce qui se passe avec les problèmes qu'on a avec recruter les arbitres, garder nos arbitres, puis ça me fait quelque chose de voir des papa coachs, surtout à des niveaux inférieurs. Je veux pas que ma réponse soit trop longue pour vous, là, mais je vois des coachs au niveau bantam, puis oui, plus jeunes, qui regardent des ligues majeures, les coachs qui pètent des coches, puis ils ont l'impression qu'ils doivent faire ça aussi, puis il y a quelque chose qui a pas bien passé, il y a quelque chose, on n'a pas bien éduqué nos entraîneurs dans ce sens-là, où c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On devrait prendre soin de nos petits arbitres de 14 ans qui sont en train de développer cette petite passion-là pour les encourager. Fait que c'est un paquet d'affaires. J'apprends encore aujourd'hui. J'ai coaché dans le junior l'an dernier avec les Alouettes, puis j'ai essayé de travailler avec certains arbitres pour les encourager à continuer puis les aider à grandir. Je suis pas Mère Teresa, loin de là, donc je peux être très, très difficile peut-être à travailler des matchs pour moi des fois, selon les humeurs, selon comment ça se passe, mais j'essaie quand même d'être intègre dans ce que je fais puis de respecter le travail qu'ils accomplissent. Excellent. Merci beaucoup, Pat, pour ton temps. Un plaisir, n'importe quand. Un gros merci, Pat, pour ta présence. On se reparle bientôt. Bonne journée. Salut, toi aussi. On fait une petite pause, on va rejoindre JF Arsenault. Oui, bon! Monsieur Arsenault, comment ça va? Ça va super bien, vous-même. Ça va très bien. En forme, mon JF? T'as regardé la game? Numéro 1, tu m'as manqué, Max, en fin de semaine. Je pensais te voir au game de l'ABC, mais quand même, ça compte derrière la marque de mon côté. Enfin, on a eu le go, alors je me suis permis un petit match dans mon bureau de Toto après 2 ans derrière la marque. C'était spécial, puis c'était bien fun. Là. Bonne nouvelle. Puis on me dit à l'oreille aussi que tu étais meilleur que l'arbitre d'hier à la game Blue Jays Yankees, que tu en as moins manqué que lui, mais c'est parfait. Ben, écoute, tu me connais, je voulais être en forme ce matin, fait que je me suis couché tôt hier. Malheureusement, j'ai pas pu assister au match. Là. Je t'enverrai le vidéo. C'était pas si pire que ça, me semble, mais bon. Un pied et demi inside. En tout cas, on s'en reparle. Ouais, c'est ça. Hey, JF, Pat Scalabrini, était comment comme entraîneur? Il s'est calmé dans les années? Ou... moi, sérieusement, là, mon expérience pro a duré 3 heures dans un match hors concours. Je l'ai quand même fait, c'est 3 heures de plus que bien du monde, là, mais ce qui m'avait marqué lors de ce passage-là, dans un match là, entre les Aigles et les Capitales, c'est un gars comme Pat qui est arrivé au début là, du match, puis il m'a demandé si j'étais un régulier dans la ligue. Là. Évidemment, j'ai dit que non, que j'étais là pour patcher là, cette journée-là. Puis quand on a parlé de job et tout le kit, moi, je suis enseignant d'histoire, Patrick est diplômé en histoire, fait qu'on a jasé un peu de passion commune, là, puis de famille. Fait que c'est une approche très humaine, mais quand Patrick parle là, d'intégrité envers la game, de respect envers le jeu, puis de se dépasser, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Fait que c'est tout à fait vrai que, règle générale, là, un arbitre qui va en donner davantage, qu'on voit qui se démène, qui travaille fort, peut-être va attirer le respect un peu plus facilement qu'un confrère pour qui ça peut sembler plus difficile à l'occasion. Là. Fait que, il a raison dans tout ce qu'il a dit. Mais l'autre gars qui m'inspire, les boys, c'est Sylvain Saint-Don. Puis écoutez, là, j'ai écouté la semaine passée là, vos discussions avec Sylvain. Lorsque vous avez parlé de responsabilisation, là, j'étais ému devant mon téléphone en écoutant ça, là, clairement. Puis, je me suis dit, Colin, si on va de l'autre côté du miroir, là, puis on se demande du côté des arbitres, y a-t-il une responsabilisation à avoir? Mais je vous dirais tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'occasion, on va se demander, ou on va mettre la faute sur quelqu'un d'autre, en fait. Est-ce que c'est la faute du receveur qui a mal cadré un lancer? Est-ce que le frappeur m'a fait mal paraître en allant trop vite vers le premier but à la suite de ce qui pensait être une 4e balle? Sauf qu'au final, comme arbitre, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai tout fait
mais tout fait pour prendre la bonne décision. Fait que c'est de ça que je veux vous parler ce matin, là, puis d'enchaîner avec la communication avec les entraîneurs assez rapidement. Puis, tu sais, si je peux vous résumer ça, mettons, en 3 volets, il y a la réglementation des gens partants. Mais tu sais, la réglementation, formation de début de saison, peut-être un petit peu plus intensive pour des arbitres débutants, pour les gens qui, comme moi, sont là depuis plusieurs années. Mais c'est un rafraîchissement, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y en est, les nouveautés. On va se replonger vers des règles qui nous semblent un petit peu plus complexes. C'est une job qui appartient à chacun, fait que l'effort demeure individuel. Puis quelqu'un qui a des questions, là, va toujours se trouver un chum ou un formateur qui va y venir en aide. Ça, il n'y a pas de problème. L'autre aspect, là, par contre, là, c'est le jugement. Puis ça, le maudit jugement, là, comment tu veux enseigner à quelqu'un à avoir du jugement? J'ai toujours pas la réponse à ça. Par contre, ce qu'on peut enseigner à un arbitre, un peu comme un joueur, c'est certains aspects de son travail qui vont améliorer sa prise de décision. Je pense notamment le positionnement, déplacement. Est-ce que ton arbitre va être à la bonne place? Puis, tu sais, Maxime, comme entraîneur, peut en témoigner. Tu as un arbitre qui est à 60 pieds d'un jeu, qui prend une décision qui a peut-être controversée. Ça va être beaucoup plus fâchant comme entraîneur en disant, Colin, il me semble qu'il n'était pas à la bonne place, que si on a un arbitre là, qui est à 6 pieds du jeu, qui est positionné à la bonne place, là, tu fais, bon, c'est ça qui est ça. Fait qu'il faut enseigner à nos arbitres à bien se déplacer. Puis, il y a également l'anticipation. Tu sais, match 11U, là, un match moustique, là, on a un arbitre, un ado ou un jeune adulte est capable physiquement de battre le niveau de jeu. Mais moi, quand je vais arbitrer là, un match de l'ABC, s'il y a un seul joueur sur le roster de l'ABC qui court plus vite que moi, on a un méchant problème. Fait que physiquement, il faut que j'anticipe le jeu, que je pense comme un joueur. Fait que le baseball IQ, c'est une autre chose qui ne s'enseigne pas du jour au lendemain. Là. Ça prend des années, mais on peut montrer à certains arbitres de certains indicateurs qui vont favoriser la prise de décision là, en analysant ce qui se passe devant soi. Puis tout ça, ça doit être fait dans un niveau où est-ce que l'arbitre est à la bonne place. Si je prends un arbitre qui est habitué de faire du 9U, 11U sa première année, un jeune de 14-15 ans, je l'envoie faire une partie de 18U pour dépanner, il va être en mode survie. Là. Il va essayer de ne pas se noyer de la titre. Fait que, tu sais, voyez-vous, les boys, il y a un parallèle super intéressant entre le développement d'un arbitre puis d'un joueur. Je parlais de Sylvain Saint-Long là, préalablement. On est en même maudite place entre les arbitres et les joueurs. On a vraiment, c'est pareil. Ce que je comprends rapidement, c'est important. C'est un peu comme les joueurs, justement, comme tu viens de le dire. Il faut que tu te prépares comme arbitre. Il faut que tu sois conscient de ce que tu as à faire, ton positionnement. Il faut que tu sois conscient de ta game. C'est pas juste d'arriver, de te positionner où est-ce que tu es supposé être, puis juste rendre des décisions comme ça, sans trop t'en attendre. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois en forme, il faut que tu te déplaces, il faut que tu aies envie d'être là, puis ça devrait bien aller normalement. Ben, exactement. Là. Puis, tu sais, il y a un aspect vente aussi à l'intérieur de tout ça, où est-ce que ce que tu dégages comme personne, l'impression que tu vas donner aux gens va venir favoriser ou pas ta job. Ouais. Puis ça, c'est une somme d'intangibles là, qui va être plus facile à avoir pour certains que pour d'autres, mais ça se travaille là, pour chaque officiel sur le terrain. Puis, tu sais, en termes d'intangibles, il y a la gestion des ressources humaines là, que j'appelle, là, gérer les 18 joueurs sur le terrain, les coaching staff, la pression qui peut venir des gradins à l'occasion. Fait que, tout ça, là, c'est quelque chose qui est long à enseigner, qui est difficile. L'arbitre comme individu a lui-même ses valeurs, ses façons de penser, son background. Moi, de mon côté, là, j'ai 38 ans. Ça doit faire à peu près 25 ans que j'arbitre. J'ai un background professionnel en enseignement qui fait en sorte que je gère des situations de tout genre à tous les jours. Si j'arrive puis je jase à un jeune de 15-16 ans, je peux pas lui enseigner toutes mes erreurs du passé, tous mes bons coups là, en criant lapin. Fait que ça va prendre des années avant d'avoir un certain niveau de compétence. Puis encore là, mais t'en échappes des fois. Il n'y a personne qui frappe pour 1000. Mais l'important là-dedans, c'est de montrer peut-être 5 étapes là, à nos arbitres, là, une approche graduée. Parce que ce qu'on veut empêcher, c'est de passer d'un arbitre qui fait absolument rien à quelqu'un qui va expulser là, à tout vent, alors qu'il y a comme une gestion là, entre les deux, là, une espèce de modulation qui pourrait être faite. Puis, tu sais, bon, Maxime va peut-être se reconnaître personnellement dans certains exemples que je vais mentionner, là, puis on en discutera, mon Max, ça me fait toujours plaisir. Je vais attendre la présence de mon avocat. C'est bon. Il est en ligne, d'ailleurs, on me signale à l'oreille. Okay. Cela étant dit, des fois, c'est ignoré. C'est l'exemple que j'ai en tête, là. Un lancer arrive là, approximativement au genou, l'arbitre appelle une prise. Il y a des joueurs sur le banc qui vont dire « Attends ton pitch, je ne vais pas là, peu importe. » Imaginez un instant un arbitre qui, chaque fois, systématiquement, se retourne vers le banc.
soit il va y avoir une escalade parce que ça va passer pour de la provocation de part et d'autre, ou encore c'est que l'arbitre va être brûlé à la fin de la game. Fait que des fois, il y a des commentaires, là, fais juste pas réagir, là, ignore-les. Ça peut arriver, là, puis sauf qu'à un moment donné, si ces interventions-là arrivent de manière systématique, puis que l'arbitre devient un peu néfrisé, ou encore physiquement, on voit un entraîneur qui quitte sa boîte, là, disons, au troisième but, qui fait quelques pas en direction du marbre, puis qui jase à son frappeur, mais le message s'adresse carrément à l'arbitre. Là, puis ça, Maxime, c'est là que ton avocat devrait arriver, là, peut-être. Là, mais à un moment donné, on n'est pas obligé de répondre verbalement, parce que si l'entraîneur répond à l'arbitre, c'est certain que l'entraîneur va répondre. Puis vice-versa. Fait que des fois, juste un non-verbal, un regard en disant « Je t'ai entendu, j'ai compris ton message, merci, bonsoir ». L'entraîneur va se sentir écouté. Fait que ça peut arriver des fois, même pas obligé de parler, juste un regard. On n'en parle plus. Même chose, dernièrement, je te disais, un joueur sur 3 prises dans un des matchs, justement, où est-ce que Maxime officiait comme entraîneur avec l'ABC. Le joueur vraiment pas content, là, regard soutenu en ma direction. J'y ai lancé un regard à la Pat Burns, moi aussi, tant aussi longtemps qu'il n'a pas enlevé son dernier gant sur le banc. À un moment donné, il s'est pas dit un mot, mais j'ai fait comprendre à tout le monde dans le parc que je cautionnais pas son attitude. Puis les entraîneurs sont venus me voir par la suite. Ils ont dit, écoute, on va y jaser, là, c'est pas fin, qu'est-ce qu'il a fait? Fait que, pas un mot a été échangé, il n'y a pas eu d'escalade, puis c'est réglé. Puis, sauf que peut-être que les prochaines étapes, là, pour aller rapidement, ça se peut qu'on ait à intervenir verbalement. Donc, de jaser avec les gens pour désamorcer la situation, tout simplement l'expliquer. Ou encore, des fois, on arrive à l'avertissement ferme. Ou est-ce qu'un joueur ou un entraîneur va abuser? Puis là, c'est de sortir, là, pardonnez-moi l'expression, mais sortir le carton jaune en disant, écoute, là, tu t'en vas dans une bien mauvaise direction pour en arriver finalement à l'expulsion. Fait qu'il y a comme une espèce de gradation à l'intérieur de tout ça qu'il faut enseigner à nos arbitres. Puis, c'est d'enseigner aux arbitres d'être le plus possible sur la bonne intervention ou de se tromper de +1, -1 à la limite, là, c'est pas la fin du monde, mais de pas arriver avec une expulsion sur quelque chose qui aurait dû être géré de façon beaucoup plus mollo. Puis ça, les entraîneurs vont apprécier habituellement le fait qu'on laisse des chances puis qu'on soit capable de réagir de façon modérée selon les circonstances. Ouais, puis une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est, tu as super bien fait ça parce que nous autres ici, on marche de la même façon. Tu sais qu'en première manche, on pense que l'arbitre au marbre établit une strike zone. Donc, s'il appelle ça une prise, 2 balles à l'intérieur, 2 balles à l'extérieur, puis c'est le même pendant 7 manches, tu vas nous entendre un peu chialer en première manche, mais après ça, ça va être correct parce que tu es comme ça pour 7 manches de temps, il n'y aura pas de problème. Une autre étape où on pense que là, la strike zone commence à changer, où il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord, bien, un des trucs que nous, les entraîneurs, ont fait, puis on le voit souvent dans le baseball majeur, c'est prendre une visite, faire une longue visite à ton lanceur, puis attendre que l'arbitre vienne te chercher. Quand l'arbitre du marbre rentre dans le caucus, là, tu lui passes le message que tu n'es pas d'accord avec la strike zone, puis tu veux des explications, puis tu vas marcher avec lui jusqu'à ton retour. Fait que les deux individus se parlent, on ne crie pas, on discute, puis ça fait que le message du coach va passer à l'arbitre passe le message à l'entraîneur. Il n'y a personne dans le parc qui sait, OK, ils se sont parlé, mais on ne sait pas pourquoi ils se sont parlé. Ils n'ont pas de l'air d'accord, mais ça ne crie pas, ça reste respectueux, puis on se sépare notre chemin. Puis 80% du temps, là, la situation est réglée. Sauf si il y en a un qui s'emporte plus que l'autre, mais là, l'escalade part, mais de base, c'est une façon de passer le message aussi d'un bord comme de l'autre. Excuse-moi, Jeff, j'ai eu un point sur Facebook, puis je voulais absolument te le poser parce que je trouve ça intéressant. La personne compare les joueurs qui peuvent se pratiquer quand ils n'ont pas de match, se mettre en situation de jeu. Un arbitre, comment ça fait pour faire ça? Ça n'a pas de pratique, un arbitre. Là. Donc, on a tout le théorique, mais le pratique, gérer des foules, gérer des situations de jeu bien précises, c'est impossible, voire, à moins que tu me dises le contraire, là, mais comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? C'est pas impossible, mais c'est pas mal plus difficile. Ouais, c'est ça. Je pense que les 2 dernières années, là, avec la COVID, là, on était à peu près à néant. On a organisé des stages terrain, des stages pratiques où est-ce qu'on est capable de simuler des jeux là, avec, tout dépendant des circonstances, là, plus ou moins de réalisme. Puis encore là, même nos stages pratiques sont pas assez longs pour développer un niveau de compétence là, soutenu, disons-le comme ça. C'est vraiment juste une initiation parce qu'il faut regarder nos arbitres là, pendant peut-être 2, 3 fins de semaine pour arriver à quelque chose de plus sérieux. Mais là, on regarde le membership puis on se dit, si on prend 3, 4 fins de semaine là, pour chacun de nos officiels, peut-être qu'on va en perdre davantage. Fait qu'il a fallu à un moment donné couper la poire en 2. Fait que ça va être beaucoup de mentorat en début de saison pour des jeunes arbitres. Éventuellement, on est capable peut-être de créer certains partenariats assez intéressants. Là. Moi, je vous ai dit que je suis allé en arrière de la plate là, en fin de semaine.
La première chose que j'ai fait en arrivant au parc, c'est que je suis allé voir l'entraîneur des lanceurs de l'ABC en disant, écoute, je peux aller dans ton bullpen 10 minutes. Fait qu'un peu comme un lanceur, j'ai fait du bullpen pendant 10 minutes pour améliorer mes chances là, de bien faire mon travail là, une fois le match commencé. Fait on peut aller dans cette direction-là tranquillement, pas vite. Puis c'est quelque chose qu'il faut regarder également. Là, on a maintenant la chance d'avoir du baseball 12 mois par année à l'intérieur via des sports d'études, quoi que ce soit. T'sais, inviter des arbitres des fois pour des situations de match quand le timing le permet. Mais ça peut être cher pour tout le monde. Là. C'est quelque chose. Là, je ne veux pas en prendre l'engagement ferme pour 2022, là, mais Colin, si on est capable d'aller de l'avant là-dessus, là, ça va être gagnant pour tout le monde. Es-tu d'accord avec moi aussi qu'une autre chose qui peut aider les arbitres, c'est le timing? À quel moment ils vont amener leur call, que ce soit prise balle, que ce soit out ou safe, c'est de ne pas être trop rapide, puis que là, la balle elle sort, ou de prendre le temps de OK, qu'est-ce que j'ai vu, puis d'arriver avec l'appel. Ça, c'est une des choses des fois qui vient nous chercher comme entraîneur. Ça fait-tu du sens, ça, Jeff? Ben, effectivement, puis dans deux sens, un arbitre trop nerveux va avoir tendance à avoir un timing trop rapide dans un sens. Puis de l'autre, un arbitre qui a un timing un peu plus lent, c'est que ça laisse le temps à tout le monde de gober la situation un peu. Sauf encore une fois, le timing, c'est quelque chose qui prend des années à travailler. Fait qu'au niveau technique, des fois, pour un arbitre au marbre, ça va être de lui montrer là, à rester bas plus longtemps avant de monter, de la vidéo énormément. Fait que ça demande un investissement en termes de supervision. Puis, tu sais, dans une cage des frappeurs, c'est le genre de choses qu'on pourrait travailler de façon plus optimisée dans l'avenir. Fait que si on est capable d'aller là, ça serait génial. Puis c'est vrai que c'est un facteur de problème là, dans beaucoup de situations au baseball, là, le fameux timing des officiels. Là. JF, le temps passe très vite. Je t'invite à aller sur Facebook sous la vidéo. Présentement, il y a plusieurs questions au niveau pour toi, en fait. Je t'invite à peut-être aller répondre aux gens. Je pense que ça serait très intéressant. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'au niveau de ta chronique, de ton sujet, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Mais tu sais, je vous dirais, là, pour terminer, là, puis en termes de responsabilisation, pour boucler la boucle, nos arbitres sur le terrain doivent se poser des questions à savoir comment je peux moi-même m'améliorer. Mais l'arbitre médian, fait que l'arbitre moyen au Québec, là, il a 16 ans et 30 matchs d'expérience. Puis les gens qui ont déjà coaché, que ce soit au niveau bantam ou au niveau midget, vont savoir que des fois, les jeunes, faut squeezer un peu, il faut les aider à prendre conscience de leurs erreurs, quoi que ce soit. Fait que de penser qu'un arbitre est adéquatement formé après une formation de 10 heures, par exemple, c'est faire fausse route. Fait qu'il faut accompagner nos gens là, pour les responsabiliser davantage, un peu comme des coachs le font. Ça fait que ça serait ça. Là. Merci, Jeff. Super intéressant. Avant de te laisser aller, mon Jeff, j'invite tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux. YouTube, les vidéos sont là. Tout ce qui est audio, Spotify, Apple, Google Podcast, à partir de midi, l'entrevue qu'on vient de faire va être disponible sur cette plateforme-là. N'hésitez pas à nous liker, partager. Puis je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Merci à ceux qui nous ont écrit, merci à ceux qui nous regardent. Et encore une fois, même Max aussi, là, si t'attendais de faire un petit tour dans les commentaires, je pense qu'il y a des affaires qui peuvent t'intéresser, répondre aux gens. Merci tout le monde. À la prochaine. Bonne journée.